tous, bonjour Nicolas. Bonjour Caddy. Dites-moi Nicolas, est-ce que vous aimez les voyages ? Oh bah oui, comme tout le monde, oui, pourquoi ? Est-ce que vous avez déjà visité l'Atlantide par exemple ? Oh mais enfin Caddy, l'Atlantide c'est un mythe, ça n'existe pas. Ah vous croyez vous ? Vous le direz à nos invités, tous spécialistes de ce continent perdu. Ça va. Europe 1, les week-ends extraordinaires. Caddy Adundouas, Nicolas Caro. Mythe ou réalité, l'Atlantide, c'est Platon, le philosophe, qui nous en parle le premier au IVe siècle avant notre ère. Un pays, une île, voire un continent sur lequel prospérait une civilisation idéale, riche et dotée d'institutions dignes des plus grandes démocraties. Mais, et toujours selon la légende, ce monde parfait a été englouti. Une catastrophe planétaire aurait détruit l'Atlantide il y a des milliers d'années. Depuis, des scientifiques des plus sérieux aux plus farfelus cherchent la trace de ce paradis perdu. Oui, alors légende ou vérité historique, nos invités sont là pour essayer de décrypter les différentes pistes avec nous. Luc Brisson, philosophe et traducteur de Platon. Jacques Gossard, auteur d'un livre qui résume à peu près toutes les thèses en cours sur le mythe de l'Atlantide. Le titre de ce livre, L'Atlantide, tout simplement, c'est aux éditions d'Hervy. Sylvain Tristan, essayiste, est avec nous. Il est l'auteur de L'Atlantide, premier empire européen, et c'est chez Alphée. Et puis Bernard Bourdex, un habitué des week-ends extraordinaires et fin connaisseur du mythe. Ce n'est pas tout, deux autres spécialistes seront aussi avec nous tout à l'heure par téléphone. Jacques Collina-Girard, géologue et préhistorien et auteur de L'Atlantide retrouvée avec un point d'interrogation chez Belin. Et enfin Gilles Le Ricollet, chercheur en géologie marine à l'Ifremer. Il y a du monde, mais il faut au moins ça pour retrouver l'Atlantide. Allez, mais avant de leur donner la parole, Lorena Martin est partie, elle, à la recherche du continent perdu. Elle a mené sa petite enquête du côté de la rue François 1er. J'ai pas une grande idée sur ça, mais je sais que ça se situe, c'est pas vers Alexandrie par là-bas, non ? C'est ça, non ? À part ça, vrai ou non, pour moi l'Atlantide c'est l'imaginaire. L'Atlantide, c'est un continent qui... non, je sais plus vraiment. Je connais l'homme de l'Atlantide. Non, c'est un continent perdu qui a été enseveli sous les eaux. Il y a très 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 longtemps. Puis je me souviens de l'homme de l'Atlantide qui avait un super maillot de bain jaune et des doigts palmés, mais effectivement, je me suis pas trop penchée sur la question. Étonnamment, je mettrais ça dans l'océan Atlantique. Je ne connais pas l'Atlantide. Je suis mais comme ça, ça ne dit rien. L'Atlantide, selon moi, c'est une cité disparue qui a donné naissance à une légende. C'est sûrement localisé quelque part, à tort, je dirais, à proximité de la Grèce, mais sans plus. C'est quelque chose qui remonte à mes cours, mes cours qui sont lointains maintenant, mais une cité engloutie, quoi, c'est ça ? Plutôt la mer Égée, je sais pas, il me semble. Ça évoque pas grand-chose, malheureusement. Désolée, j'ai pas d'idée. C'est quelque chose qui est dans le désert, mais je maîtrise pas, j'en sais pas plus. Je sais que ça n'a rien à voir avec l'Atlantique, même si le mot ressemble, c'est plutôt quelque chose qui est dans le désert. L'Atlantide, ça nous dit tous quelque chose, et puis quand on nous pose la question, vraiment, on ne sait plus. C'est une réalité, sûrement, c'est un endroit où, je pense, c'est un peu brouillé, là. Pour moi, ça fait une légende qui doit se trouver vers les États-Unis, englouti depuis des milliers d'années. Je ne crois que ce que je vois, donc pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Donc pour moi, ça ne peut pas être vrai. Voilà, ça reste assez flou, manifestement. On va essayer d'éclairer tout ça. Luc Brisson, bonjour. Commençons avec vous. Vous connaissez bien Platon puisque vous êtes l'un des traducteurs du philosophe grec. C'est lui, donc, on le disait, le premier qui évoque l'Atlantide. Alors d'abord, resituez-nous Platon. Qui est-il ? D'où vient-il ? Qu'écrit-il ? Oui, Platon, c'était un Athénien qui a vécu de 428 à 348 après... avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, bien évidemment, et qui a commencé à écrire des dialogues, d'abord sur son maître Socrate, à partir de 399, donc au début du IVe, et qui a écrit deux dialogues qui sont parmi les plus difficiles, mais aussi les plus intéressants, c'est-à-dire le Timon, qui nous raconte l'origine de l'univers. Tout simplement. Tout simplement. Mais non seulement l'origine de l'univers, mais aussi l'origine de la cité et l'origine de l'homme.
parce que la dernière partie du Timain nous décrit la constitution de l'homme. Et le Critias. Critias. Oui. Et donc le Timain, très bizarrement, commence par quelques pages sur moi ce que je considère comme un roman historique, c'est-à-dire sur l'histoire de l'Atlantide, qui déclare une guerre à une Athènes primitive qui ressemble beaucoup à la cité rêvée par Platon et qu'il décrit dans la République. Et ces quelques pages, on les retrouve avec beaucoup plus de détails dans un dialogue très surprenant qui est le Critias, où là, on ne fait que raconter l'histoire de la guerre menée par un empire maritime, l'Atlantide, contre l'Athènes. On va venir primitive. au texte tout de suite, mais Platon, pour finir, c'est l'élève de Socrate, nous sommes bien d'accord, et qui est Socrate. On est dans une période athénienne assez dure. Socrate a été condamné à mort. Platon Oui. Quel est son état d'esprit, je veux dire? Et donc, et je pense que ce contexte est vraiment très important pour comprendre le Timain et le Critias. Donc, effectivement, dire que Platon était le disciple de Socrate, c'est beaucoup dire. Tout simplement parce que Socrate prétendait ne rien savoir. Mais Platon veut le décrire comme un éducateur. Et c'est la raison pour laquelle il le décrit en dialogue, parce que Socrate n'a rien à transmettre. Il fait découvrir à son interlocuteur les valeurs et les vérités qu'il estime être les meilleures. Donc Socrate, effectivement, lui est né au 5e siècle. On lui fait un procès en 399 et il est obligé de boire la ciguë. Ce procès, on le présente en général comme un procès religieux. Parce que ce dont on accuse Socrate pendant ce procès, c'est de faire intervenir de nouveaux dieux et de corrompre la jeunesse. En fait, le problème est très probablement d'origine politique, c'est-à-dire que en 412, Athènes perd une guerre très importante en Sicile. Athènes voulait conquérir la Sicile, qui à l'époque était beaucoup plus riche qu'Athènes, et que c'était une terre à blé, etc., etc. Donc, défaite cuisante de l'armée et surtout de la marine athénienne. Et à partir de ce moment-là, Sparte attaque Athènes et arrive à abattre Athènes. Et donc, en 404, il y a un coup d'État oligarchique. Et ce coup d'État est mené par des gens de l'entourage de Socrate. Et le coup d'État ne dure que quelques mois. Et en 403, la démocratie est restaurée. Mais la démocratie est restaurée à une condition, c'est-à-dire qu'on oublie tous les crimes qui ont été perpétrés par les oligarques. D'accord, donc c'est dans ce contexte. Et donc Socrate est accusé, en fait, d'avoir soutenu les oligarques, tout comme Platon d'ailleurs. Voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que dans le Timain, dans le Critias, l'Athènes primitive, qui est décrite comme étant en guerre avec l'Atlantide, est une Athènes qui correspond beaucoup plus à Sparte qu'à l'Athènes dans laquelle Platon On va y vit. venir. Voilà. Mais d'abord, justement, on va partir du texte, puisque Caddy est aussi, figurez-vous, une spécialiste de Platon. Et je vous propose d'en lire un court extrait. Bienvenue à la Sorbonne, professeur Caddy, c'est à vous. Écoute donc Socrate, une histoire à la vérité fort étrange, mais exactement vraie, comme l'a jadis affirmé Solon, le plus sage des 7 sages. Je vais redire cette vieille histoire comme je l'ai entendue, racontée par un homme qui n'était plus jeune. Et Critias qui tenait indirectement cette histoire de Solon, qui la tenait lui-même d'un vieux prêtre égyptien. Ce vieux prêtre lui dit ceci. C'est de tes concitoyens d'il y a 9000 ans que je vais t'exposer brièvement les institutions et le plus glorieux de leurs exploits. En effet, les monuments écrits disent que votre cité détruisit jadis une immense puissance qui marchait insolemment sur l'Europe et l'Asie tout entière venant d'un autre monde situé dans l'océan Atlantique. On pouvait alors traverser cet océan car il s'y trouvait une île devant ce détroit que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Héraclès. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies.
Or, dans cette île Atlantide, des rois avaient formé une grande et admirable puissance qui étendait sa domination sur l'île entière et sur beaucoup d'autres îles et quelques parties du continent. Mais dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires. Et dans l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit néfaste, l'île Atlantide disparut. Oh, bravo, Caddy, quel talent. C'est magnifique. On marque une petite pause déjà et on repart à la recherche de l'Atlantide juste après. Europe 1, les week-ends extraordinaires. Kadia Doumdouas, Nicolas Caro. Voilà, alors juste avant la pause, le texte de Platon, Luc Brisson, c'est assez clair, l'Atlantide se trouve du côté des colonnes d'Hercule. Que sont ces colonnes, Luc Brisson ? En fait, on interprète généralement les colonnes d'Hercule comme le détroit de Gibraltar. Et donc, ça signifie que l'Atlantide devait être de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Et c'est pour ça qu'on a quelquefois cherché l'Atlantide du côté des Açores. Détroit de Gibraltar, ouais. Je rappelle, entre l'Espagne et le Maroc. Exactement. Et donc, parmi les noms des rois atlantes, il semble qu'on retrouve des noms qui seraient influencés par l'Afrique du Nord. Mais encore une fois, je reste très prudent. Bon, c'est le défaut des érudits. Jacques Gossard, je rappelle votre livre L'Atlantide chez Dervy. Dans le texte de Platon, le Critias, on parle d'une île qui est aussi grande que l'Asie et la Libye réunies. C'est gigantesque. C'est gigantesque, effectivement. À partir du moment où on place l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, et donc vraisemblablement les colonnes d'Hercule, c'est bien sûr le détroit de Gibraltar, mais certains Pourquoi vraisemblablement Pourquoi parce que certains ont trouvé des colonnes d'Hercule ailleurs. Ah. Et notamment, assez récemment, un certain professeur Fro, c'est un Italien, a pensé que les colonnes d'Hercule dans l'Antiquité ne représentaient pas un lieu physique fixe, comme on l'a cru jusqu'à présent, mais c'était une sorte de frontière du monde connu qui se déplaçait en fonction des découvertes. Et donc, au moment où Platon a écrit son texte, le monde connu s'arrêtait aux alentours de la Sardaigne, vers l'ouest, et donc, pour le professeur Fro, les colonnes d'Hercule sont quelque part au large de la Sardaigne. Ouais. Donc c'est un endroit vraiment qui n'est pas un endroit fixe. Alors au large de la Sardaigne, donc pour l'instant c'est une île aussi grande que l'Asie et la Libye, donc gigantesque. Ouais. Et on sait même à quoi elle ressemble cette île, comment elle est structurée. Alors effectivement, Platon, grosso modo, Platon parle d'une grande île qui comprend deux parties. Une partie montagneuse, ce sont des montagnes qui ne sont pas très élevées d'ailleurs, et une partie qui est une plaine, et dont il donne d'ailleurs les dimensions. Et effectivement, les dimensions, je crois que pour toute l'île Atlantide, on arrive à quelque chose comme 400 000 km². Donc c'est quand même très important. Et donc, deux parties, une partie montagneuse, c'est important, mais ça ne fait pas la superficie de l'Asie, ça. Non, mais bon bref, c'est très grand. C'est une expression qui correspond à ce qu'on connaissait de la géographie de l'Europe. Et donc, la Libye et l'Asie réunies, l'Asie, c'est le Proche-Orient, et la Libye, c'est l'Afrique du Nord. Donc, c'est déjà beaucoup plus petit que ce qu'on peut imaginer de nos jours. Alors, il y avait également sur cette grande île une capitale, la cité royale de l'Atlantide, qui avait une forme tout à fait caractéristique parce qu'elle était bâtie selon une forme circulaire avec des enceintes, 3 enceintes circulaires concentriques. Et c'est-à-dire un anneau de terre, un anneau de mer, un anneau de mer, un anneau de terre, un anneau de mer alterné. Pourquoi dit-il ça ? Enfin, je veux dire, ça ne s'invente pas, donc il l'a visité. Il fait une description de l'Atlantide à tout point de vue, au niveau de l'architecture, au niveau de la géographie, et également au niveau de la faune et de la flore. Et d'ailleurs, c'est une description qui est vraiment précise. Et ça intervient dans un contexte qu'on peut appeler un contexte encyclopédique, parce que dans cette partie-là,
Platon fait, dans cette partie-là, donc dans le Timée, Platon fait finalement un relevé de toutes les connaissances de son époque, un peu dans toutes les matières. Il y a des informations sur la géographie, sur l'histoire, sur les mathématiques, sur l'astronomie, etc. Mais justement, Bernard Bourdex, l'Atlantide, on va essayer de la situer tout à l'heure, mais pour l'instant, décrivons-la. C'est un pays de cocagne, je veux dire. Il y a de l'eau chaude, de l'eau froide à disposition, c'est un pays extraordinaire. Nourriture variée. On comprend pourquoi on regrette sa disparition, parce que à la visiter et à y vivre, je ne sais pas si Platon a pu, si Platon a pu la visiter, comme vous l'avez dit. Il est effectivement, comme ça vient d'être dit, il s'était beaucoup inspiré des connaissances de l'époque, en particulier de ce qu'il savait de Babylone, probablement, ce qui concerne cette luxuriance des villes, etc., les fameux jardins suspendus de Babylone. Est-ce que ça l'a inspiré? Merveille du monde. Oui, et donc il y avait toute une faune extraordinaire, des éléphants, il y avait des fruits, il y avait du bois, il y avait vrai paradis terrestre, un vrai paradis terrestre. Il y avait et aussi un minerai. Enfin, il y avait beaucoup d'or, de l'argent, et un minerai extraordinaire qui s'appelle l'orichal, qui est une sorte de peut-être d'airain. On ne connaît pas ce minerai, hein. Ou d'étain, enfin je sais pas, d'airain. Platon dit c'est juste en dessous de l'or, en fait. Hein, c'est le niveau en dessous de l'or. C'est bien ça? En tout cas, ça devait représenter une richesse extraordinaire, effectivement. Et on construit même des édifices faits de holichalque, comment vous dites? Orichalque. Et en dehors et autour de cette île, donc, au pourtour de cette île, il y avait aussi des enceintes qui la protégeaient en or, en orichalque justement, en argent, beaucoup de sculptures, d'ivoire. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Jacques Gossard. Oui, à propos de l'orichalque, c'est effectivement un grand mystère. Et il faut savoir que orichalque, ça veut dire en grec cuivre des montagnes. Alors c'est probablement un minerai de cuivre. Et là, ça ouvre des perspectives intéressantes. En général, on traduit ça par laiton ou étain, ça dépend un petit peu. Ça, c'est pour les traducteurs qui veulent pas prendre de risques. Et puis, certains autres sont allés un petit peu plus loin et notamment ont voulu voir l'orichalque comme étant un alliage de cuivre. De toute façon, il y a du cuivre et d'aluminium. Alors, il faut savoir que... En tout cas, ça brille. Pardon ? En tout cas, ça brille. En tout cas, ça brille. Et en tout cas, si c'est vraiment un mélange, un alliage de cuivre et d'aluminium, ça dénote là, on rentre déjà dans le mystère. Ça dénote un savoir-faire assez extraordinaire parce que ce genre d'alliage, et notamment les alliages d'aluminium, ça n'a été officiellement découvert qu'au XXe siècle. D'accord. Donc ça fait quoi? Ça fait 12 000 ans d'avance, ça? Quelque chose comme ça. Oui, d'ailleurs, de quand date l'Atlantide? L'Atlantide, quand est-ce qu'on date son apparition? Ça dépend de la localisation. Alors, pour les Qu'est-ce que Platon les nous plus en anciennes. Alors, si on suit Platon, c'est aux alentours du 10e millénaire avant Jésus-Christ. D'accord, donc c'est pour ça. Et d'après certaines théories, ce serait plutôt dans les alentours de 1600 avant Jésus-Christ. Et comment peut-il y avoir d'autres théories, puisque c'est Platon qui en parle? Donc c'est Platon qui a raison. Alors, c'est Platon qui a raison, mais il y a plusieurs manières de lire Platon. Alors, il y a ceux qui disent, évidemment, mais là, ça n'intervient pas dans le débat ici, qui disent que Platon n'a rien raconté d'historique, que son récit n'est pas historique. Puis, il y a ceux qui disent qu'il a effectivement eu accès à des informations et que ces informations sont exactes et historiques. Et puis, il y a ceux qui disent que Platon a eu accès à des informations, mais que d'une manière ou d'une autre, il a commis des erreurs en recopiant ou en écoutant des récits, et que donc, lorsqu'on parle par exemple de dimension ou de date, il faut interpréter et réinterpréter les dates en fonction des erreurs qu'il aurait pu faire. Allez, on marque une petite pause, déjà, et on retrouve nos invités après la pause, Bernard Bourdex, Sylvain Tristan, Jacques Gossard et Luc Brisson, et on repart tous ensemble à la recherche tous les grands spécialistes de l'Atlantide, c'est un vrai colloque. Exactement. Les week-ends extraordinaires sur Europe 1. Kadia Doumdouas, Nicolas Caro. Retrouvé mourant sur une plage, il est sauvé par le docteur Elizabeth Merrill, spécialiste de la vie sous-marine. Les ordinateurs répondent qu'il est peut-être le dernier survivant de l'Atlantide. Après une série de tests, Mark Harris est affecté en compagnie d'Elizabeth Merrill
à un service ultra secret, la Fondation pour la recherche océanique. Après avoir réussi à déjouer les plans d'êtres venus d'une planète aquatique, Marc essaye toujours de retrouver son passé avec l'aide de ses nouveaux amis, tout en aidant ceux-ci à affronter les situations les plus délicates grâce à ses extraordinaires capacités. Nous ne savons pas ce que vous trouverez. Je ne crains pas la mer. Voilà, c'était un extrait de L'Homme de l'Atlantide, une série de la fin des années 70, l'histoire d'un Atlante survivant. Un peu kitsch, hein. Oui, un petit peu. Bon, ça a mal vieilli, mais bon. Allez, nos invités sont avec nous pour en parler. Bernard Bourdex, journaliste. Sylvain Tristan, professeur d'anglais, auteur de l'Atlantide, premier empire européen. Jacques Gossard est également avec nous, historien, écrivain et conférencier. Auteur également de l'Atlantide, tout simplement. C'est paru chez Dervy. Et puis Luc Brisson, spécialiste de l'œuvre de Platon. Donc, nous parlions de l'homme de l'Atlantide. On peut difficilement évoquer l'Atlantide sans évoquer ses habitants. Les Atlantes, qui sont-ils? Sylvain Tristan, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais revenir sur la datation. En fait, moi, ma thèse, c'est que Platon... Mais après, vous nous direz qui sont les Atlantes. Hein. Oui, alors voilà, tout simplement les hommes de l'Atlantique. Donc ça tombe bien parce que, on sait que Platon a parlé de l'Atlantide, peut-être, et moi c'est ce que je pense, en exagérant si vous voulez, la civilisation exubérante, etc. Moi je pense que c'est une exagération, mais fondée sur une civilisation bien réelle, qui a existé effectivement plusieurs millénaires avant. Alors peut-être pas 9000 ans avant lui, mais peut-être 3, 4, 5000 ans. Et or, on sait qu'il y a une civilisation qui a existé plusieurs millénaires avant Platon. En tout cas, des civilisations que j'appelle mégalithiques, c'est-à-dire les auteurs des dolmens et des menhirs. Et qui correspondaient justement, quasiment à ce que décrit Platon. Pas exactement, mais qui correspond à ce que disent d'autres auteurs, notamment Diodore de Sicile, qui était un autre historien grec. Alors lui, un historien grec du deuxième, disons, je crois que c'est à peu près 200 ans avant le Christ. Et lui situait les Atlantes au nord-ouest du monde connu, c'est-à-dire dans les régions du couchant, mais aussi du nord du monde. Or, c'est exactement l'emplacement du peuple mégalithique, puisqu'on retrouve des dolmens et des menhirs par dizaines de milliers sur toute la façade atlantique et également sur les îles britanniques, et puis plus tard dans la Méditerranée, justement, donc les Baléares, la Corse, la Sardaigne, etc., Malte. Et donc, c'était un peuple de marins. Donc, on a un peuple de marins qui a existé plusieurs millénaires avant Platon. On sait qu'ils étaient capables d'ériger des pierres gigantesques. Alors, certes, c'était pas un peuple aussi raffiné que le disait Platon, mais on a quand même... Ils n'ont pas les doigts palmés, comme dans L'Homme de l'Atlantide. Ça, je pense pas. On les imagine un peu en toche blanche, type européen. C'est un peu ça l'idée qu'on en a, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Bernard Bourdex, écoutez, que disent les textes? Que dites-vous? Déjà, l'origine, qui sont-ils, et l'origine de leur nom, ça vient naturellement du dieu grec Atlas, qui a reçu... Alors oui, on peut faire un petit retour en arrière, si vous me permettez. Allez-y. Lors du partage du monde par les dieux, Atlas a hérité de cette île, et puis il est tombé amoureux d'une nymphe qui s'appelle Clito, une semi-mortelle. Et puis ils ont eu 5 couples de jumeaux. Et donc ce sont les rois, les rois de l'Atlantide, donc qui ont donné naissance à cette race d'hommes appelés donc ce sont les Atlantes. Des demi-dieux, quoi. Presque, par alliance. D'une certaine manière, bien sûr. Oui, c'est ce qui fait aussi la valeur de l'Atlantide. On parlait de la richesse et de la magnificence tout à l'heure, de tout ce qu'on y trouvait, mais aussi la première richesse, ce sont les habitants. Voilà. Les Atlantes étaient effectivement, des demi-dieux. Et on va voir qu'ils ont décliné au fur et à mesure. Mais on garde ça pour tout à l'heure. C'était des marins et des guerriers, donc. D'autres études je ne sais pas si elles sont très sérieuses, mais on nous dit que ce sont peut-être des hommes à la peau rouge, un peu les Indiens. On parle même des Mayas. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Il y a une telle littérature, un tel imaginaire à partir du mythe de cette allégorie ça dépend toujours de sa position géographique, au fond. Il faut qu'on en vienne bientôt aux thèses de... Oui, c'est-à-dire qu'elle a suscité nombre d'interprétations quant à sa localisation. On vient d'en entendre plusieurs exemples précédemment.
Donc tantôt l'Atlantide a un rapport avec l'Amérique du Sud, avec les Mayas, avec les Incas, pas les Mayas. Certains Indiens d'Amérique du Nord d'ailleurs, enfin bon, les pays nordiques au XVIIe siècle. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, je dirais, d'appropriation de ce mythe à des fins parfois très partisanes et qui font fi naturellement non pas de la réalité historique puisqu'elle reste jusqu'à présent à jamais insondable, mais en tout cas une réalité, je dirais, entendable. Jacques Gossard, cette civilisation des Atlantes était dotée d'institutions très avancées, on l'a dit tout à l'heure, en termes de démocratie notamment. Oui, effectivement, c'était de la démocratie, mais peut-être pas de la démocratie comme on la connaît aujourd'hui. Oui. L'athénienne. Oui. Bon, disons, de toute façon, c'était un peuple, on vient de le dire, c'était un peuple qui était organisé en fonction de puissant à deux niveaux, au niveau guerrier et au niveau économique. Oui. Donc, c'était un peuple de marchands aussi. Et lorsqu'on parle d'ailleurs de la puissance de l'Atlantide, bon, il y a certainement un aspect guerrier. D'ailleurs, Platon en parle, puisqu'il y a cette grande guerre, cette grande bataille avec les Athéniens de l'époque. Et puis, il y a aussi le fait que c'était un peuple de marins qui avait une flotte très puissante, très importante, et qui devait parcourir le monde dans des buts commerciaux, probablement. Très bien. Et comment disparaissent-ils, justement ? Elle est détruite. Pourquoi ? Comment ? Alors, d'un seul coup, on parle tout à l'heure, on a lu le texte, la disparition se fait en une nuit et un jour néfaste. C'est ça. Alors, manifestement... Donc c'est un tsunami. Manifestement, c'est une catastrophe. Alors, quel genre de catastrophe ? Ça, c'est une autre affaire. Il y a plusieurs types de catastrophes. Celui qu'on connaît bien actuellement, c'est le tremblement de terre et le tsunami, puisque là, malheureusement, on a eu des exemples récemment, et on a vu que ça pouvait causer de très grands dégâts. Il y a aussi une autre, pour faire court évidemment, une autre origine possible à une catastrophe très importante, c'est la catastrophe d'origine cosmique. C'est tout simplement ce qu'on appelle maintenant un impacteur, donc un astéroïde, un planétoïde, appelez ça comme vous voulez, qui vient du fin fond de l'espace et qui vient percuter la Terre. Entre parenthèses, nous avons une comète qui est passée à peu près 30 000 km de la Terre il y a quelques jours. Enfin, c'est quand même pas de bol. Elle tombe pile sur l'Atlantide, la plus grande civilisation de la Terre. Alors, elle n'est pas tombée sur l'Atlantide. D'abord, il faut savoir où se situe l'Atlantide, mais prenons l'exemple le plus classique, c'est-à-dire l'Atlantide se trouve au milieu de l'Atlantique. L'astéroïde, si on suppose que c'est un astéroïde, serait tout simplement tombé dans l'océan Atlantique, ce qui est déjà beaucoup plus vraisemblable compte tenu de la surface de l'océan Atlantique. Mais il faut savoir que l'océan Atlantique a un fond marin qui est extrêmement instable, parce qu'il est constitué d'une chaîne volcanique que l'on appelle la dorsale médio-atlantique. Et le choc a été tel que les volcans se sont réveillés. Et c'est au départ de ces éruptions volcaniques et de toute cette chaîne qui s'est réveillée en très peu de temps que l'Atlantide aurait disparu. Rayé de la carte. Eh ben justement, rayé de la carte, mais il faut essayer maintenant de la retrouver. C'est ce qu'on va essayer de faire juste après une nouvelle pause. Nous parlons bien de l'Atlantide avec Bernard Bourdex, Luc Brisson, spécialiste de Platon, Sylvain Tristan et Jacques Gossard, tous des spécialistes de l'Atlantide. À tout de suite. Tous les samedis et dimanches, 13h-15h sur Europe 1. Les week-ends extraordinaires. Europe 1, les week-ends extraordinaires. Kadia Doundouas, Nicolas Caro. De retour dans les week-ends extraordinaires, nous sommes en quête de l'Atlantide. Alors juste avant la pause, on a évoqué la fin de l'Atlantide. Une piste qu'on pourrait évoquer ensemble, c'est celle du détroit de Gibraltar dont parle Platon. C'est la piste qui colle le plus d'ailleurs aux descriptions du philosophe Jacques Collina-Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de l'Atlantide retrouvée chez Belin. C'est la thèse que vous défendez, entre guillemets. Vous avez donc retrouvé l'île en question, l'île du Cap Spartel. Comme le dit Platon, il faut chercher donc du côté des colonnes d'Hercule. Ben oui, effectivement, Platon parle d'une île engloutie à la sortie des colonnes d'Hercule, côté Atlantique. Moi, je me suis intéressé à ce problème, non pas par les textes, comme la plupart des gens, mais en m'intéressant à la géologie du détroit de Gibraltar. Puisque, effectivement, au dernier maximum glaciaire, il y a 19 000 ans, la mer est à 135 mètres plus bas. Donc, si on fait baisser la mer de 135 mètres, le paysage change radicalement parce qu'on trouve devant le détroit de Gibraltar
une île qui fait quand même une quinzaine de kilomètres de long, juste à la sortie du détroit, et tout un archipel, en fait, qui est inclus dans une mer semi-fermée et qui est séparé de l'océan Atlantique vrai par une série d'îles. Donc en fait, on a une espèce de Méditerranée en miniature à cette époque, et une grande île au milieu et tout un archipel. Et on sait qu'à la fin de la période glaciaire, la mer remonte, d'abord doucement et quand même avec des vitesses de 4 mètres par siècle à certaines périodes. Et au moment exact indiqué par Platon, donc à 12 000 ans avant nous, on a en plus, ça c'est mis en évidence par les géophysiciens, un énorme séisme, 6 fois plus important que le séisme historique de Lisbonne, et un tsunami très important qui balaie tout ce paysage et qui finit de l'engloutir à la date exacte donnée par Platon. Donc, ayant vu ça de façon géologique, une île à la sortie du détroit de Gibraltar, dans un paysage d'ailleurs qui correspond aussi au paysage décrit par Platon. Parce que vous vous êtes basé vraiment sur les indications de Platon, ça avait été votre point de départ. Non, ou c'est l'inverse? Non, pas du tout. Je suis parti de la géologie. Et c'est en faisant la géologie du secteur, en reconstituant l'histoire géologique, que je me suis aperçu que ça correspondait complètement à ce que... Ça correspond complètement au paysage et au scénario décrit par Platon à la bonne date et à l'endroit exact aussi donné par Platon. Donc pour vous, il n'y a pas de mystère, quoi. Il ne fallait pas chercher midi à 14h. On a dit que c'était près des colonnes d'Hercule. Voilà, ce que je dis, le noyau dur de mon affaire à moi, c'est que je dis à tout le monde, si vous cherchez une île engloutie à la sortie des colonnes d'Hercule dans un paysage correspondant à celui de Platon a donné par Platon, elle y est. Voilà, c'est le gros de mon argumentation. Mais vous l'avez vue, vous êtes sûr qu'elle est là? Bien sûr qu'elle est là. Et prenez n'importe quelle carte marine, vous verrez qu'il y a un fond très important à la sortie de Gibraltar qui culmine à 55 mètres. C'est le banc Spartel sur les cartes françaises. Et on connaît la géologie, on connaît les modalités de la remontée de la mer. Les géophysiciens ont fait des études de carottes dans le secteur qui ont mis en évidence ces séismes. Donc ça, on le sait, ça c'est du concret. C'est pas de la spéculation sur les textes, c'est du concret. Après, ce qui est spéculation, c'est l'ajustement de l'histoire géologique à l'histoire de Platon. Comment Platon a-t-il eu accès à cette affaire-là, s'il a eu accès à ça? Parce qu'en fait, au début du texte de Platon, il y a quelque chose qui paraît assez clair. Je ne sais pas si Brisson me donnera raison, mais en fait, ça commence en fait une espèce de colloque scientifique en fait qui réunit des philosophes. Et donc Socrate dit, voilà, on a défini ce qu'était une cité idéale, il faut chercher maintenant un exemple dans le passé. Donc tout le monde réfléchit, et puis sur le moment il ne trouve pas, mais le lendemain, c'est Timée qui dit, oui, je me souviens, mon grand-père m'a raconté une histoire venant d'un voyageur venant d'Égypte, et c'est là qu'il raconte l'histoire de cette île engloutie. Et là, Socrate dit, super, maintenant, on a notre histoire, on va y plaquer notre utopie philosophique, notre modèle de société idéale, et à mon avis, tout le développement dans le Critias, et un peu dans le Timée aussi, en fait, c'est la cité idéale de Platon, celle du philosophe, qui l'illustre en fait en la plaquant sur une histoire ancienne. Oui, parce qu'il y a quand même un problème dans votre théorie, Monsieur Colina-Girard, c'est que on a parlé tout à l'heure de la taille, on dit que c'est la taille de l'Asie et de la Libye réunies, donc a priori quelque chose de gigantesque, et l'île que vous avez retrouvée du côté du détroit de Gibraltar, elle est assez minuscule finalement. Oui, une quinzaine de kilomètres, mais si vous lisez Platon à différents endroits du texte, la même expression revient. Une île aussi grande que l'Asie et la Libye réunies, mais le problème c'est que ça ne s'applique pas du tout au même objet. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au début, il parle de l'île qui a cette taille-là, mais à plus loin, il emploie la même expression pour dire que c'est pas l'île. En fait, c'est le pouvoir, l'influence des Atlantes sur un territoire aussi grand que la Libye et l'Asie réunies. Et plus loin, il dit que c'est en fait le territoire envahi par les Atlantes. Donc, c'est pas parce que disons qu'il pourrait très bien habiter sur cette île et puis ensuite se développer sur un territoire beaucoup plus vaste. Luc Brisson, vous confirmez Platon se contredit régulièrement dans ses écrits, dans ses dialogues? Il ne se contredit pas, mais son expression n'est pas toujours très rigoureuse. Ce n'est pas un géographe universitaire actuel. Jacques Colina-Girard, comment vous pouvez prouver que c'est l'Atlantide? On n'a pas trouvé au fond de la mer, à cet endroit-là, un panneau « Bienvenue en Atlantide ». Welcome. Je prouve pas, je mets en exergue en fait un parallèle d'histoire entre une histoire vraie géologique, donc une Atlantide géologique vraie, ça il n'y a pas de problème, on peut la prouver, et sa coïncidence avec l'histoire de l'Atlantide mythique de Platon, que Platon affirme étant vrai du moins au départ, sans le plaquage postérieur, à mon avis, de la société atlante, mirifique, etc.
Donc pour moi, il y a peut-être un événement géologique à l'origine du mythe, et dont les traces seraient à Gibraltar. Et donc c'est cet événement géologique catastrophique qui aurait pu être transmis par la tradition orale, arrivé à Platon, qui, comme un bon romancier de romans historiques, comme le dit Luc Brisson d'ailleurs, aurait pu l'utiliser pour faire le premier roman historique de l'histoire. Oui, mais est-ce que votre rêve, ce n'est pas justement d'aller plonger là-bas et puis d'essayer de retrouver des vestiges? Une preuve. Disons que des vestiges ne seraient pas une preuve. En quoi des vestiges seraient-ils une preuve? Parce que à cette époque-là, on n'est pas dans vos mirifiques cités grecques, on est en pleine préhistoire, on est à la fin de la période glaciaire, et les côtes du détroit de Gibraltar et de l'Europe étaient peuplées par des chasseurs-cueilleurs très développés, à mon avis, parce que c'est pas parce que ce sont des chasseurs-cueilleurs que ce sont des sauvages, ce sont des sociétés tout aussi développées que les sociétés avec des constructions, si vous voulez, mais en fait, à mon avis, toute l'Atlantide de la deuxième partie du Timée et du Chrétien, c'est une Atlantide à rêver. Et là, je suis en accord avec la majorité des hellénistes. Simplement, je leur dis, attention, tous les mythes du monde ont une origine, à ce qu'on sait, et il y a peut-être une origine géologique à cette affaire-là, dont Platon aurait eu connaissance via une tradition orale égyptienne. Au fond, vous nous dites que vous avez retrouvé l'Atlantide réelle, qui a été ensuite fantasmée et idéalisée par Platon. Voilà, le noyau de réel qui aurait pu ensuite être récupéré, rêvé par Platon, effectivement, mais dans un but pédagogique aussi, parce que c'était un philosophe qui voulait expliquer son modèle de société idéale. Alors moi, il y a une question que je me pose. Votre livre est vraiment passionnant. Il résume bien, en plus, tous les tenants, les aboutissants de cette affaire. Mais vous êtes un géologue très sérieux, un scientifique reconnu. Comment vous faites pour obtenir un budget en disant à votre département, voilà, je vais chercher l'Atlantide. On vous prend au sérieux? Disons, déjà au départ, je ne cherche pas l'Atlantide, je n'ai jamais cherché l'Atlantide. Ça vous est tombé dessus, en fait. Vous avez trouvé quelque chose qui ressemble, tout simplement. Parce que j'étais dans une opération de prospection de sites préhistoriques sur les côtes du Maroc, et donc le collègue marocain travaillait, lui, dans les trois de Gibraltar, et comme il sait qu'à Marseille, j'ai bossé sur les territoires sous-marins à côté de Marseille, il m'a dit, ça serait que je fasse la même chose dans le détroit. Et c'est là que j'ai vu la carte, et que j'ai développé à partir de cette carte, donc pas besoin de budget, un peu de jugeote. Et donc s'apercevoir qu'il y a une île sous la mer engloutie, parce qu'on sait que la mer est remontée, que ça ne demande pas des budgets faramineux. Donc en fait, c'est venu au détour du chemin en faisant autre chose, comme souvent d'ailleurs en recherche, c'est le cas. Mais je n'étais pas préoccupé par l'Atlantide du tout. Bon, ça a le mérite d'être. Vous restez avec nous, monsieur Colina-Girard. On marque une nouvelle pause dans cette émission. Après le Flash Info, nous poursuivons notre quête de l'Atlantide. À tout de suite. On va la trouver. Europe 1, les week-ends extraordinaires. Kadia Doumdouas, Nicolas Caro. Certains peuvent se demander pourquoi l'Atlantide? Ce n'est qu'un mythe, pas vrai? Pure imagination. Eh bien, c'est là que vous feriez grandement erreur. 10 000 ans au moins avant que les Égyptiens ne bâtissent les pyramides, l'Atlantide avait l'électricité, une médecine de pointe et savait même voler. Impossible, dites-vous? Eh bien non, pas pour eux. De nombreuses cultures anciennes, tout autour du globe, s'entendent pour dire que l'Atlantide possédait une espèce de source d'énergie, plus puissante que la vapeur, que le charbon, plus puissante que nos moteurs à explosion modernes. Ainsi, messieurs, je vous propose de retrouver l'Atlantide, d'y découvrir cette puissante source d'énergie pour la ramener à la surface. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Depuis 1 heure maintenant, nous sommes à la recherche de l'Atlantide avec tous nos invités. Le philosophe Luc Brisson qui nous fait l'honneur d'être ici, traducteur de Platon s'il vous plaît. Jacques Gossard, auteur d'un livre qui résume toutes les thèses en cours sur le mythe de l'Atlantide. L'essayiste Sylvain Tristan. Un habitué de la maison, Bernard Bourdex, essayiste également. Avec nous aussi Jacques Colina-Girard, géologue et préhistorien. Alors nous avons cherché déjà un peu l'Atlantide du côté du détroit de Gibraltar. Il y a une autre thèse qui, moi, me plaît beaucoup, c'est la piste des Minoens. C'est une civilisation qui correspondrait en fait à la description de ce que sont les Atlantes. Bernard Bourdex. Les Minoens, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Eh bien, les Minoens, ils appartiennent à une civilisation qui a... Du côté de la Crète. Oui, c'est en Crète, qui a, on va dire, démarré il y a environ 7000 ans avant notre ère, et qui a trouvé son apogée... Donc pardon, mais ça correspond déjà à peu près à la datation de l'Atlantide faite par Platon.
Grosso modo, à 1000 ans près. D'une certaine manière. Oui, on peut voir les choses comme ça, bien évidemment. Mais avançons doucement avec les indices que nous avons à notre disposition. Et donc cette civilisation minoenne s'est développée et puis elle a atteint une sorte de culminance aux environs de 1600, 1700 avant Jésus-Christ, où là elle aurait été balayée par un séisme qui a eu lieu sur l'île de Santorin. Terra. Santorin, on y viendra plus tard. Mais d'abord, restons sur les Minoens. C'est une civilisation avancée. Ils viennent du roi Minos, c'est ça? Minos, roi mythologique. Eh bien oui, Minos est un roi mythique qui a rencontré Ulysse dans son Odyssée. Il l'a rencontré aux portes de l'enfer, puisque c'était l'un des 3 juges de l'enfer. C'est une rencontre habituelle. Oui, une rencontre tout à fait classique. Bonjour, je m'appelle Ulysse. Moi, c'est Minos. Alors, qui est-il? Eh bien, alors, Minos est donc un roi mythique qui vivait en Crète. Et lorsque lui a échu la royauté de cette île, en fait... il était tout de suite, je dirais, critiqué. On lui a reproché de vouloir être le roi parce que, en fait, le roi qui venait de mourir n'avait pas d'enfant. Donc lui, il était l'aîné d'une autre famille. Voilà, donc c'était à lui que devait revenir la royauté. On le connaît donc, bien pour son fils aussi. Ben oui, oui. Alors expliquez-nous pourquoi. Lorsqu'il a voulu devenir roi, il a voulu s'imposer en disant écoutez, j'ai la voix des dieux, je suis le plus proche des dieux. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Je vais invoquer Poséidon, qui est le roi majeur, et je vais lui demander un animal que je vais l'offrir en sacrifice. Et ce qu'il advint. Poséidon a entendu les louanges et il a fait naître de la mer un superbe taureau blanc, mais magnifique. Mais un taureau de concours. Oui, un taureau de concours, mais tellement beau que, en fait, Minos l'a gardé pour lui. Ouais. Alors, Poséidon... Il n'a pas osé le tuer pour le sacrifier. Non, et Poséidon n'était pas du tout content. Alors, il a rendu fou l'animal qui a dévasté l'île. Sale bête. Et puis... la femme de Minos, Pasiphae, est tombée folle amoureuse de cet animal. Et elle voulait absolument faire un enfant avec lui. Ce qui était contre nature, naturellement, parce que faire un enfant avec un taureau, c'est pas simple. A priori, c'est pas génial. Alors, elle a demandé à Dédale, qui était un architecte, un sculpteur, qui s'était réfugié sur l'île, qui avait quelques petits soucis à Athènes. Il avait poussé du haut de l'acropole un de ses neveux. Enfin, donc, on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails, mais voilà. Oui. Mais enfin, c'était Dédale qui a trouvé la solution. Il a construit une vache en bois. Il a tué une vache. Il en a dépecé la peau. Il l'a mise sur la structure en bois. Et puis, il a fait rentrer Pasiphae dedans. Et puis, il a poussé le tout, parce qu'il a peut-être mis des petites roulettes, il a poussé le tout dans l'enclos où était le fameux taureau blanc. Et des œuvres de ce taureau est né le Minotaure. Le Minotaure, donc le culte du taureau. Corps d'humain avec une tête de taureau. Voilà. C'est un monstre. Et voilà, il a fallu le cacher. Parce Alors restons sur les Alors Minos, c'est le roi des Minoens, du coup. Voilà, les similitudes entre les Minoens et les Atlantes, justement. On en a parlé, le culte du taureau. L'Atlantide, Jacques Gossard, était divisée, on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, en 10 cercles concentriques. La civilisation minoenne se caractérise, elle aussi, par un réseau politique constitué, comme par hasard, de 10 palais. Oui, effectivement, il y a entre la civilisation minoenne et la civilisation atlante, il y a énormément de points communs, de points de convergence. Et il y a effectivement celui-là. Et puis il y en a un autre qui est à mon avis très important, c'est la puissance maritime. Oui. Les deux sont des puissances commerçantes et qui établissent leur puissance commerciale à travers le commerce, à travers la mer, et qui ont donc des flottes extrêmement importantes. Alors, en ce qui concerne les Minoens, il faut savoir que... parce que juste, on parlait de la légende de Minos, qui n'a pas vraisemblablement existé, le Minotaure n'a pas existé, mais les Minoens ont bien existé. Ont réellement existé. En fait, on pense...
actuellement, on pense que c'est un peuple qui est venu probablement du Moyen-Orient, quelque part entre l'Iran, l'Irak et la Syrie, et qui s'est installé donc aux alentours du 3e millénaire avant Jésus-Christ en Crète et dans la région immédiate de Crète. Et puis, assez rapidement, le roi Minos étant le premier roi légendaire, mais ça correspond à une sorte d'archétype et de ce qui s'est réellement passé historiquement, le roi Minos a pacifier la Méditerranée. Entre autres, il a éliminé tous les pirates. Les pirates, ça a toujours été le fléau de la Méditerranée à toutes les époques. Et ayant libéré la Méditerranée des pirates, les Minoens ont pu étendre leur empire commercial sur toute la Méditerranée orientale, y compris jusqu'en Égypte. Gardez vos cartouches, Jacques Gossard. On revient juste après la pause avec également Luc Brisson, Bernard Bourdec, Sylvain Tristan et Jacques Colina-Girard. À tout de suite. Tous les samedis et dimanches, 13h-15h sur Europe 1. Les week-ends extraordinaires. Europe 1. Les week-ends extraordinaires. Kadia Doundouas, Nicolas Caro. Et nous sommes toujours à la recherche de l'Atlantide. On va finir par la trouver en cherchant bien. Jacques Gossard, vous nous parliez des Minoens. Donc nous disions que effectivement ce peuple qui a bel et bien existé avait des similitudes étranges avec le peuple atlante que nous décrit Platon dans ses textes Timée et le Critias. Les Minoens, ils ont, comme donc les Atlantes, une technologie avancée. Ils ont même, on a retrouvé des vestiges, ils ont un tout à l'égout, enfin, c'est high-tech. Ah oui, en fait, c'est la première grande civilisation européenne. Alors bien sûr, ça ne va pas jusqu'à dire que, parce que certains disent que les Atlantes avaient la bombe nucléaire et le rayon vert qui résout tous les problèmes. Dans Black et Mortimer, oui, effectivement, il n'est pas vert, mais je crois qu'il est jaune, mais c'est bien ça. La BD, bien sûr. Mais bon, il ne faut pas aller jusque-là, mais c'était vraiment la première grande civilisation européenne qui a rayonné vraiment et qui a donné le premier essor à la civilisation en Méditerranée orientale. Sylvain Tristan, vous souhaitiez réagir ? Oui, au sujet du tout à l'égout, justement, parce que c'est intéressant. C'est vrai que là, on parle d'une civilisation qui est à peu près 1500 avant Jésus-Christ. Et effectivement, ils avaient des systèmes d'évacuation d'eau courante, mais il faut savoir qu'en 3000 avant Jésus-Christ, de tels systèmes existaient au nord de l'Écosse, dans les îles Orcades. On retrouve par exemple sur le site de Scarabray, dans le nord de l'Écosse, des habitations. Vous avez une faculté à essayer de retourner les Minoens vers votre propre théorie. Beaucoup plus ancien. Allez-y, je vous en prie, dites-nous. Il y a tout un tas de similitudes entre le nord et le sud. Pour vous, l'Atlantide est au nord, on peut le dire. Elle est au nord, mais je pense qu'elle a fini au sud, si vous voulez. Elle a fini en Méditerranée. On a parlé des peuples de la mer. Il faut savoir que vers 1200 avant Jésus-Christ, il y a eu en Méditerranée orientale l'invasion dite des peuples de la mer. Et on pense que parmi ces peuples, il y avait ce qu'on appelle les Philistins, qui ont donné le nom actuel de Palestine. Et les Égyptiens ils les appelaient les Pélécètes. Et or, on a en Méditerranée également le dieu Poséidon. Et si maintenant on va au nord de l'Europe, on a, alors beaucoup plus tard certes, mais on a des légendes. Je pense à la mer du Nord, à l'île d'Héligoland. On a le dieu Héligoland. Voilà, Héligoland, c'est l'île sacrée en vieux frison. Et là, on a le dieu Forseti ou Forset qui ressemble phonétiquement à Poséidon, parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de langues du Nord, nordique, le F correspond au P. Par exemple, pater, le père, fater dans le Nord, vous voyez. Donc là, on a les frisons, donc qui pourraient être, et c'est en tout cas la thèse que je défends, et les Frisons et le dieu Forseti auraient pu plus tard donner naissance en Crète au dieu Poséidon, et ce même peuple, les Philistins ou les Pélécètes, seraient en fait des peuples de la mer venus au départ de l'Atlantique. On va y revenir tout à l'heure, parce que sinon on va finir par se perdre en cherchant l'Atlantide. Luc Brisson, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que Platon a voyagé? Est-ce qu'il est parti dans le Nord? Est-ce qu'il s'est baladé? Est-ce qu'il connaissait les Minoens? Je veux dire, est-ce que ça peut être des éléments pour en fait, prouver les théories? On n'a aucun élément biographique qui assure quoi que ce soit. En revanche, le premier historien de la philosophie, c'est Diogène Laërce, au IIIe siècle après
donc plus d'un demi-millénaire après la mort de Platon. Lui, il décrit toute une série de voyages de Platon. Platon serait allé en Égypte. On sait qu'il est allé en Sicile quand même, ça. Si on estime que les lettres qui ont été mises sous son autorité sont réelles, on sait qu'il est allé en Sicile. Il serait allé en Égypte, mais Platon n'était pas un grand voyageur. Mais je pense que ce qui est important quand même, c'est cette idée que un roman historique comme je pense qu'est le récit de l'Atlantide ou un mythe est toujours fondé soit sur un besoin, c'est-à-dire la survie ou quelque chose du genre, ou sur une réalité historique dont les bases ont été effacées. Donc il est tout à fait vraisemblable que Platon ait eu connaissance oralement de toute une série de catastrophes qu'il a utilisées pour fabriquer ce On va y revenir récit. sur ce mythe. Mais ce que je voulais dire en ce qui concerne Minos et les Minoens, je pense qu'il y a beaucoup de... Justement, on va revenir aux Minoens. Voilà. Et donc, en fait, le père des Atlantes, ce n'est pas Atlas, c'est Poséidon. Et donc, on retrouve un lien très très fort avec l'Atlantide. Le deuxième lien, c'est effectivement les palais, dont il reste encore quelques vestiges. Et le troisième, c'est l'île de Terra, Santorin. Voilà, parce que justement, on a parlé des Minoens. On sait qu'ils sont partis ensuite un peu plus au nord de la Crète, à Santorin, donc l'île de Terra. Santorin a deux noms. Bon. Et on sait aussi que cette île a été touchée par un cataclysme, Jacques Gossard. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est quand même le problème, mais je laisse la parole, c'est que la Crète est à l'est. Et Platon parle toujours de l'Ouest pour l'Atlantide. C'est ça mon problème. Jacques Gossard. Effectivement, donc on vient de dire qu'il y avait un parallèle au niveau de la civilisation entre la civilisation atlante et la civilisation minoenne. Il y a un autre parallèle qui est très important, c'est cette notion de catastrophe. Parce que s'il y a bien eu une grande catastrophe dans l'Antiquité, c'est celle de Santorin. Oui. Donc Santorin, c'est une petite île qui se trouve à peu près 100 km au nord de la Crète. C'est la plus méridionale des îles Cyclades. Alors, la caractéristique de Santorin, qui s'appelait Terra à l'époque, c'est que c'est une île volcanique. Et le volcan a été longtemps actif, et d'ailleurs il l'est toujours. Si vous allez à Santorin aujourd'hui, qui est une station un peu comme l'Etna, quoi. Un peu comme l'Etna, oui. C'est toujours un volcan qui est en activité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que aux alentours de 1600 avant Jésus-Christ, le volcan va entrer en éruption, mais ça va être une éruption particulièrement violente. Terrible. Tellement violente que le volcan qui se trouvait au milieu de l'île va littéralement exploser. Il va créer une gigantesque, ce qu'on appelle une caldeira, donc une grande fosse qui va se remplir de l'eau de l'océan. Et cela va générer deux choses. D'abord, un nuage de cendres qui va s'étendre sur toute la Méditerranée orientale, et aussi et surtout un tsunami gigantesque qui va déferler sur toute cette Méditerranée orientale, et notamment sur la Crète, qui n'est qu'à 100 km de là. Alors, la Crète va être, et donc les Minoens vont être durement touchés par cette catastrophe. D'abord, Santorin va littéralement disparaître. D'ailleurs, on a retrouvé une petite ville qui s'appelle Acrotyrie et qui a subi le même sort que Pompéi. Là, on est dans la vérité historique. Là, on est dans la vérité historique. Ça ne veut pas dire que c'est l'Atlantide, mais en tout cas... Oui. Voilà. Ouais, le parallèle avec l'Atlantide, on va y venir. Ouais. Là, on est dans la réalité historique de cette catastrophe de Santorin. Et donc, les Minoens vont souffrir énormément de cette catastrophe, notamment parce que nous le disions tout à l'heure, c'était une puissance maritime, et donc la plupart de leurs villes et de leurs installations se trouvaient en bordure de mer. Et donc, c'était les premiers, évidemment, à subir les effets d'un tsunami.
que l'on a reconstitué actuellement, on estime qu'il y a eu 3 vagues gigantesques de à peu près 20 mètres de haut, qui se sont succédées à peu près 45 minutes d'intervalle. Et on a retrouvé des vestiges de cette catastrophe sous forme de débris divers. Voilà pour la vérité historique. Je vous coupe, pardon, mais on a un timing très serré. On revient tout de suite justement avec la comparaison et les similitudes qu'on peut voir entre cette catastrophe et la disparition de l'Atlantide. Ce sera juste après la pause. Europe 1, les week-ends extraordinaires. Kadia Doumdouas, Nicolas Caro. Dans les week-ends extraordinaires, toujours à la recherche de l'Atlantide, Jacques Gossard, vous nous donniez donc la version historique de la disparition des Minoens en Crète, donc un volcan à Santorin qui a tout dévasté. Pourquoi on les associe aux Atlantes, aux habitants de l'Atlantide ? Alors évidemment, c'était un petit peu tentant d'assimiler la catastrophe Atlante à la catastrophe de Santorin. Et il est logique de dire que c'est une catastrophe qui a eu tellement d'importance, tellement d'impact dans toute la civilisation antique que forcément Platon en a entendu parler et forcément il a pu être tenté d'en parler dans le Timée. Alors, le tout maintenant, c'est de savoir si on peut faire coller cette réalité historique avec ce que dit Platon à propos de l'Atlantide. Il y a le fait qu'il y a une catastrophe, effectivement, qu'il y a destruction très soudaine d'une civilisation avancée, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et la chose essentiellement qui ne va pas, ce sont les chiffres. Les chiffres, c'est les dates et c'est les superficies. Alors, pour prendre les dates, Platon parle de 9000 ans avant lui, alors que avec la catastrophe de Santorin, nous sommes en 1600 avant Jésus-Christ. Donc 1000 ans avant lui, grosso modo. Alors, que disent les partisans de l'Atlantide à Santorin? Ils disent oui, on croit Platon, il a vraiment raconté un fait historique, mais il s'est trompé. Il s'est trompé, soit parce qu'on lui a transmis des mauvais renseignements, soit parce que lui-même a mal compris. Et notamment, pour prendre un exemple très précis, parce qu'il y en a d'autres, mais on va pas rentrer dans trop les détails, il y a ce fait que au départ, les renseignements donnés à Platon ont été donnés par l'intermédiaire d'un Athénien qui s'appelait Solon et qui avait visité les prêtres égyptiens, donc en Égypte. Solon aurait confondu 2 hiéroglyphes, le hiéroglyphe qui est une cordelette nouée qui signifie 100 et la fleur de lotus qui signifie 1000. Et que donc, chaque fois que Platon parle de 1000, il faut diviser par 10 et donc ça devient 100. Et 9000 ans avant lui, ça devient 900 ans avant lui. Et 900 ans avant lui, ça fait à peu près la catastrophe. Donc c'est pas mal les Minoens. Jacques Collina-Girard, ça vous n'êtes pas convaincu par cette thèse? Vous, je rappelle que c'est le détroit de Gibraltar. Vous restez là-dessus, mais la Crète et les Minoens, ça a l'air quand même d'être séduisant. C'est vrai qu'il y a le caractère spectaculaire de l'explosion du Santorin qui a certainement affecté les civilisations autour de façon importante, mais il y a quand même un problème. Si on cherche à faire un rapport avec l'Atlantide, c'est que, bon, déjà la date ne correspond pas, et bidouiller les dates en imaginant que Platon s'est trompé, c'est un peu fort de café, il me semble. Ensuite, c'est une hypothèse, c'est une possibilité. Oui, il faut quand même trouver des faits. Donc aussi, la localisation du Santorin, Platon parle de l'Atlantique et à l'extérieur du détroit de Gibraltar, et là on est en Méditerranée orientale, ça ne correspond pas du tout. Ouais. Ensuite, il y a aussi le mécanisme de la catastrophe, parce que l'île de Platon s'engloutit sous la mer, et elle explose pas comme le Santorin, dont c'est une autre modalité de catastrophe, mais c'est pas la même. Oui, on joue un peu sur les mots là. Non, il n'y a pas d'engloutissement de l'île, il y a une île qui explose. D'accord. Par contre, il y a une autre hypothèse intéressante, mais c'est un peu en dehors du sujet, c'est Gilles Le Ricollet, un collègue de Brest, qui a remarqué que en fait, la catastrophe du Santorin correspond exactement au passage de Zébro en Égypte, d'après la Bible. Dans la mer Noire. Où le pharaon est mentionné, et où on décrit en fait la mer qui se retire et qui revient ensuite comme dans un tsunami. Alors justement, ça tombe très bien, Jacques, voilà, parce
à travailler sur la mer Noire. Parce que nous sommes en ligne avec Gilles Le Ricollet, on va la voir dans quelques instants. Juste avant, Bernard Bourdex, rappelez-nous quelle est cette thèse de la mer Noire. L'Atlantide se situerait du côté de la mer Noire, et sous la mer Noire en l'occurrence. Oui, parmi les événements qui ont pu marquer et les hommes de ces temps anciens et dont la source a pu se transmettre comme ça, oralement, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse de la mer Noire, c'est-à-dire que c'est une hypothèse qui est défendue actuellement par plusieurs personnes, on va l'entendre donc, qui dit que le détroit du Bosphore s'est effondré, laissant passer l'eau de la Méditerranée jusqu'à un lac en contrebas, à 160-180 mètres en contrebas, qu'on a appelé pendant l'Antiquité le lac Pontique, et qui est devenu donc la mer Noire. Voilà, la mer Noire s'est créée par déversement. Mais cette hypothèse est assez controversée, bien qu'on ait fait un certain nombre de recherches. Le détroit de Bosphore, sépare la mer Égée, donc au-dessus de la mer Méditerranée, mais liée. Oui, il y a le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara, qui est une petite mer, qui sert d'intermédiaire, et puis le détroit du Bosphore, qui fait à peu près 32 km de long, qui est très étroit, 1 km de 500, 1 km 200, et tout de suite après, Et donc, la mer Noire n'existait pas et elle a été créée par un déversement de la Méditerranée dans Alors, il y a un petit problème, c'est que ça serait arrivé il y a 5500 ans environ, avant Jésus, et donc ça ne correspond pas au dire de Solon. 9000 ans. On va demander aux spécialistes. Voilà. Gilles Le Ricollet, vous êtes chercheur en géologie marine au sein de l'Ifremer. Alors vous, l'Atlantide, vous n'êtes pas un passionné du mythe, mais par contre, vous êtes un vrai passionné de géologie et vous avez prouvé, disons-le, que la mer Méditerranée s'était bel et bien déversée dans la mer Noire. Enfin, avait créé la mer Noire. Oui, créer la mer Noire, c'est beaucoup dire, puisque la mer Noire existait, mais ce n'était pas une mer, c'était un lac, comme je viens de l'entendre. Et ce lac, à peu près 9000 ans avant maintenant, c'est-à-dire 7000 ans avant Jésus-Christ, se trouvait à 100 mètres plus bas que le niveau actuel, alors que le niveau des océans, à cette époque-là, était à peu près à 40-50 mètres. Donc il y avait un décalage de plus de 50 mètres entre le niveau des océans et celui de la mer Noire. Comment ça s'est passé concrètement ? Alors comment ça s'est passé ? Vous avez Combien de temps ça dure, général ? Le niveau de reconnexion a été assez rapide. Ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez un océan global qui est connecté à la Méditerranée et donc à la mer de Marmara par l'intermédiaire des Dardanelles, comme je l'ai entendu dire. Le niveau des Dardanelles est à 85 mètres, alors que le niveau du Bosphore est à 30 mètres. Donc quand le niveau des mers est à moins 40 mètres, vous voyez bien qu'il n'y a pas de connexion entre la mer Méditerranée au sens global, mer Égée, mer Marmara, et la mer Noire qui, elle, se situe à moins 100 mètres. Le niveau des mers est remonté donc progressivement à la suite de la fonte des glaces, et à peu près vers 9000 ans, il a atteint le seuil de profondeur du Bosphore qui est de 30 mètres, et la mer a commencé progressivement à se déverser en mer Noire, mais progressivement, c'est une inondation de l'ordre du centimètre par jour, donc c'est quelque chose d'assez important, et ça a inondé 100 000 km² de terre. Et ce qui est assez intéressant donc pour tout ce qui est archéologique, c'est que l'émergence du néolithique est apparue dans le croissant fertile, mais aussi autour de la mer Noire, qui était un site tout à fait favorable pour cette installation le début de la sédentarisation, je dirais, la fin des chasseurs-cueilleurs, donc du néolithique, au niveau des deltas comme celui du delta du Danube ou du grand delta du Dniepr qui était juste à côté, et autour d'un grand lac qui était a priori d'eau douce. D'accord. Gilles Le Ricollet, vous restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve juste après avec tous nos invités, Bernard Bourdex, Sylvain Tristan, Jacques Gossard et Luc Brisson. À tout de suite. Tous les samedis et dimanches, 13h, 15h sur Europe 1. Les week-ends extraordinaires. Europe 1. Les week-ends extraordinaires.
Kadia Doundouas, Nicolas Caro. Et nous sommes toujours à la recherche de l'Atlantide, décidément. On a vu que le mythe de cette cité idéale pouvait se trouver éventuellement du côté du détroit de Gibraltar, peut-être en Crète, chez les Minoens. Et là, nous parlions donc d'une théorie intéressante, c'est celle de la mer Noire. L'Atlantide se trouverait en fait sous la mer Noire, noyée par le déversement de la Méditerranée dans cette position géographique. Je ne sais pas si je suis très clair, je ne pense pas, mais nous sommes toujours avec Gilles Le Récollet. Donc Gilles, vous nous expliquez un peu le mécanisme de ce déversement d'eau de la mer Méditerranée vers la mer Noire, qui n'était pas la mer Noire à l'époque, mais le lac Noir. Le lac Noir, voilà, c'était un lac d'eau douce, et donc l'Atlantide se trouvait sur son bord, hein, grosso modo, c'est ça l'idée, et l'Atlantide est maintenant noyée sous la mer Noire. Mais alors, comment vous pouvez être sûr de cette hypothèse ? Vous avez retrouvé des éléments au fond de la mer Noire qui vous permettent de le penser ? Oui, absolument. Donc on continue de travailler. On a réalisé plusieurs missions océanographiques et fait de nombreux prélèvements pour justement confirmer cette hypothèse qui a été longtemps décriée. Le problème, c'est que elle ne touchait pas vraiment au mythe de l'Atlantide au début, mais vraiment plutôt, je dirais, au mythe du déluge, donc un des mythes fondateurs. Et donc nous avons prélevé des carottes, des carottes sédimentaires qui sont obtenues sur la base d'une étude de l'imagerie. Hein. On fait de la sismique, c'est-à-dire qu'on envoie des ondes acoustiques qui sondent le fond des mers. Et ces profils sismiques, je dirais un peu l'équivalent d'une radio en médecine, nous donnent une image du fond et du sous-sol. Et ensuite, on vérifie en prélevant. Donc, on a prélevé des carottes et on a très très bien vu un passage radical entre des faunes, en particulier des mollusques d'eau douce, à des faunes marines, donc des moules tout simplement, qui sont venus s'installer radicalement à une profondeur de moins 100 mètres sur les coquilles d'eau douce. Donc on a fait des datations. Gilles Le Récollet, votre travail, c'est pas de rechercher l'Atlantide, on le sait, mais du coup, au passage, dans vos carottes, vous n'avez pas trouvé des vestiges d'une civilisation antique, par hasard ? Non, donc on n'a pas trouvé de vestiges de civilisation antique, mais si vous m'interviewez sur l'Atlantide, j'aurais des choses à vous dire, si vous voulez, mais... pour revenir à la mer Noire, ce qu'on a trouvé quand même dans certaines carottes, mais ça ce sont par des chercheurs russes, et nous malheureusement on n'a pas eu cette évidence-là. Donc on a déjà, dans nos carottes par contre, on a des évidences de l'éruption du Santorin dont vous venez de parler, et on a aussi des évidences dans les carottes russes de pierres de silex taillées qui sont a priori contemporains du néolithique. Mais nous on ne les a pas, donc on ne peut pas le vérifier. Par contre, sous la mer, on a trouvé une assiette qui est sujet à étude et à caution, qui s'est trouvée à une profondeur de moins 100 mètres et qui pourrait être une assiette néolithique. Et ce qu'on a trouvé, c'est une pirogue monoxyle, taillée dans un seul morceau de bois, de type néolithique, et qu'on essaye de dater à l'heure actuelle, mais qui a été trouvée par des Bulgares et qui est pour l'instant aux États-Unis en étude et qui a été trouvée à moins 100 mètres. Alors le danger, c'est que et l'assiette et la pirogue ont existé jusqu'aux périodes byzantines, donc n'ont rien à voir ni avec le déluge à ce moment-là, ni avec l'Atlantide. Il faut faire attention. Bon, alors on a parlé de toutes les pistes les plus sérieuses. Il y a aussi des thèses beaucoup plus fantaisistes. On parle notamment, je sais que ça va faire sourire, des extraterrestres. Qui veut réagir ? L'Atlantide les extraterrestres et l'Atlantide. Sylvain Tristan, Jacques Gossard, je vous sens assez réticents tous les deux. Moi, sur personnellement, j'y crois pas trop. Mais comme beaucoup de monde. Pourquoi les extraterrestres ? Il y a aussi le fait qu'on a retrouvé en Égypte sur les pyramides des dessins très étranges, et certains veulent penser qu'il s'agit de dessins de soucoupes volantes. Oui, alors en fait, d'abord c'est pas sur les pyramides, c'est sur le linteau c'est dans un temple qui se trouve à Abydos, le temple d'un pharaon qui s'appelle Séti Ier, qu'on connaît peut-être pas tellement, mais on connaît plus son fils. Son fils, c'est Ramsès II. Alors, en fait, effectivement, quand on regarde le dessin qui a été gravé sur le linteau dans ce temple, on peut penser qu'il s'agit d'un hélicoptère. Seulement, quand on regarde de plus près,
il faut regarder d'assez près, mais on s'aperçoit que en fait, ce sont deux hiéroglyphes superposés. Moi, je les ai vus, c'est vrai qu'on dirait un hélicoptère. Oui, mais et un avion. Oui, vous avez vu la photographie qu'on présente généralement, et c'est vrai que lorsque on éclaire d'une certaine manière le dessin, ça peut faire penser à un hélicoptère, parce que le hiéroglyphe du dessous, qui n'a pas été tout à fait effacé, ressort et se combine avec celui du dessus. Mais ça, en fait, c'est une technique qui était utilisée très souvent dans l'Égypte ancienne, et le grand champion, c'est vraiment Ramsès II, c'est-à-dire que systématiquement, il remettait ses propres hiéroglyphes par-dessus les hiéroglyphes de ses prédécesseurs. Et c'est ce qui s'est passé. On ne reconnaît plus rien. Alors, à ce moment-là, si on dissocie les deux, on lit deux hiéroglyphes, mais ça n'a plus rien à voir avec un hélicoptère. Ça vous inspire, ça, Bernard Bourdex, les hélicoptères en Égypte? Non, je connaissais les pistes la piste entre guillemets d'atterrissage pour extraterrestres, les fameuses pistes de Nazca. On va pas rentrer là-dedans. On est très loin d'Atlantide. C'est vrai qu'en Égypte, il y a une autre thèse. On dit que les archives des Atlantes se trouveraient sous le Sphinx. Jacques Gossard. Oui, alors ça fait référence à des chambres secrètes plutôt dans le plateau de Gizeh. C'est vrai que pendant très longtemps, les égyptologues ont prétendu qu'il n'y avait absolument plus rien à découvrir, ni dans la grande pyramide de Khéops, ni sous le sphinx de Gizeh. Mais actuellement, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai, et il y a des travaux qui sont en cours actuellement, tout à fait officiels, menés par le docteur Hawass, qui est le grand Manitou de l'égyptologie en Égypte. Et il semble bien qu'il y ait des chambres secrètes, notamment, je ne parle pas du Sphinx parce que ça c'est pas établi, mais dans la pyramide de Khéops. Bon. Alors, quant à savoir ce qu'il y a dedans, ça c'est une autre affaire. Et dire qu'il y a des archives secrètes, mon Dieu, là c'est de la spéculation. De la science-fiction. Ouais. Parmi les hypothèses encore un peu farfelues, Jacques Gossard, on a parlé de l'Antarctique aussi. Oui, vous savez, j'ai fait une petite recension de toutes les hypothèses qui avaient été émises, et en fait l'Atlantide, elle a été baladée un petit peu partout dans le monde, depuis le pôle Nord jusqu'au pôle Sud, en passant par l'Indonésie et en passant également par l'Auvergne. Voilà, je le signale. C'est complet. Europe 1, les week-ends extraordinaires. Kadia Doundouas, Nicolas Caro. Voilà, et juste avant la pause, on parlait comme ça des hypothèses un peu farfelues, un peu plus surprenantes que les thèses sérieuses du début d'émission. On a parlé notamment de ce fameux Américain, Casey, un Américain, un médium du début du siècle dernier. Là, on est carrément dans la science-fiction. Sylvain Tristan, Jacques Gossard, qui veut réagir? Oui, écoutez, Jacques Gossard. Bon, le cas Casey est assez intéressant parce que on part de quelque chose de tout à fait qui a l'air d'être tout à fait farfelu, et on arrive à des choses qui sont plus farfelues du tout, qui sont très rationnelles et très archéologiques. Alors, pour résumer les choses, Edgar Cayce, au départ, c'est un médium. Et lorsqu'il se mettait en état de transe, il faisait des diagnostics médicaux. Donc les gens venaient le voir, ils étaient malades. Cayce se mettait en état de transe et il leur donnait, il posait un diagnostic et leur donnait des conseils pour recouvrer la santé. Alors qu'il ne connaissait absolument rien à la médecine, on est d'accord? Alors il ne connaissait rien à la médecine, il ne connaissait rien à l'archéologie, il n'avait jamais entendu parler de l'Atlantide. Il n'a pas fait non plus beaucoup d'études. Et la seule chose qu'il lisait, c'était la Bible. Voilà, donc c'était quelqu'un au niveau culturel qui était assez vierge, au niveau basique. Et puis petit à petit, Cayce, dans ses trans hypnotiques, a commencé à parler des réincarnation des gens qui venaient le voir, et c'est ainsi qu'il est arrivé à parler de réincarnation d'Atlante. Et donc à parler de l'Atlantide. Bon, jusque-là, ça a l'air d'être complètement farfelu. On est d'accord. Très vite, on n'a plus beaucoup de temps. Et alors, il a commencé à parler de l'Atlantide, à décrire, c'est lui qui a parlé de rayons verts, de cristal, de puissance, bleu, etc. Et il a parlé aussi, il a dit, mais vous savez, à un certain moment, on va retrouver des vestiges de l'Atlantide, et ça va se passer dans l'archipel des Bahamas. Voilà. Et ce sera en 1968 ou 1969. Il était très précis à chaque fois. Et il a dit ça en 1940. Et en 1968,
fait, des aviateurs qui passaient par là, au-dessus de la petite île de Bimini dans les Bahamas, ont vu qu'il y avait quelques mètres de profondeur, il y avait des vestiges. Manifestement, il y avait une sorte de mur là qui était englouti. On a fait des fouilles et on s'est aperçu qu'il y avait là toute une structure en pierre qu'on a appelée le mur de Bimini et qu'on a assimilé pour des tas de raisons à un port de l'Atlantide. Mais donc, au départ, Cayce, qui n'avait rien d'un archéologue, a décrit quelque chose qui finalement s'est avéré exact. Bon. Donc c'est pas un hurluberlu. Admettons, pourquoi pas. Moi, je suis pas très convaincu, mais enfin. Moi non plus, mais les faits c'est sont comme là. ça. Mais oui, les faits sont là. Gardons-le en mémoire. Bon, mais ça c'est donc plus la légende, en tout cas une quête de réalité. Mais l'Atlantide, c'est avant tout un mythe, Luc Brisson. L'Atlantide, c'est Platon raconte cette histoire pour nous faire réfléchir. C'est une fable politique. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il dit sur son temps ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre avec ce mythe ? Oui. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les mythes, tous les récits légendaires ont une base réelle. Et donc, il est tout à fait vraisemblable que Platon a entendu parler de catastrophes qui se sont produites en Méditerranée ou ailleurs. Et donc, le problème, c'est de relier le texte de Platon à ces événements. Et là, moi, je n'ai rien à dire parce que je ne suis ni géographe ni géologue. Pour en revenir au récit lui-même, que je considère comme le premier roman historique, il faut le replacer dans le contexte de la philosophie de Platon. Et ce qui est très intéressant, c'est que si Platon raconte ce roman, c'est pour donner une représentation idéologique de ce que doit être sa ville, l'Athènes. C'est un message, c'est un message. Et c'est une mise en garde. Oui. Et donc, l'Atlantide doit être considérée comme un repoussoir. L'Atlantide, c'est une puissance gigantesque qui est très riche, qui a une armée très importante, mais qui surtout a une marine. Et là, c'est là où Platon veut en venir. Pour Platon, l'Athènes, qui est l'Athènes vertueuse ou bonne, c'est une Athènes agricole qui se défend, mais qui n'attaque pas ses voisins. Or, une cité maritime va toujours essayer d'agrandir son territoire pour trouver de nouvelles richesses et va essayer de s'étendre. Donc l'Atlantide, c'est pour Platon l'Athène dont il ne veut pas. Voilà. L'Athènes démocratique parce que l'Athènes à l'époque est en pleine expansion, est en guerre totale tout le temps. Tout le temps. Depuis la résistance contre les Perses, Athènes a créé une ligue, la Ligue de Délos, qui confédère la plupart des îles et l'essentiel de l'Asie mineure. Et immédiatement, Athènes est entrée en confrontation avec Sparte. La guerre a duré donc jusqu'en 412, où l'Athènes maritime, l'Athènes démocratique, l'Athènes maritime a essayé de s'emparer de la Sicile, qui à l'époque était beaucoup plus riche qu'Athènes. Et donc ça a été la catastrophe. Et donc on arrive à 404, rétablissement de la démocratie en 403, mort de Socrate. Et donc ce que Platon refuse, c'est une Athènes dont le pouvoir est fondé sur la marine. Et il dit aux Athéniens, attention, regardez ce qui est arrivé aux Atlantes. Regardez ce qui est arrivé aux Atlantes. Voilà, donc c'est un texte purement idéologique. Et c'est un peu ce que Vidal-Naquet a essayé de mettre en valeur. Mais ce que je voulais dire aussi, autre chose, et je pense que ça explique, vous me direz ce que vous en pensez, l'espèce de fascination qu'on a à l'égard de l'Atlantide. Parce que si on regarde un peu le récit, à l'époque de Platon, et c'est aussi vrai maintenant, le point de départ de la civilisation, c'est l'Égypte. L'Égypte qui était beaucoup plus avancée que les Grecs et qui surtout a eu l'écriture bien avant les Grecs. C'est le modèle indépassable. Le modèle indépassable. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Atlantide et Athènes ? On est 1000 ans avant. Donc, on arrive à récupérer pour les Grecs
l'origine de la civilisation. Et donc, on comprend que l'origine de la civilisation se situe dans un dialogue latin qui décrit l'origine de l'univers, de la cité et de l'homme. Donc, tout se tient, et c'est purement idéologique. Et donc, encore une fois, moi, je ne conteste pas le fait qu'on essaie de découvrir une réalité historique au fond des mers ou que ce soit, mais je pense que ce qui est fondamental dans ce mythe et ce qui lui donne sa force, c'est ces deux choses, donc son aspect idéologique et puis le fait qu'on récupère l'origine de la civilisation. Le tour du monde de l'extraordinaire avec Courrier International. Europe 1. Anthony Bélanger. Et l'ami Anthony Bélanger nous a rejoint pour son tour du monde international. Bonjour Anthony. Bonjour Caddy, bonjour Nicolas. Bonjour Anthony, alors vous l'avez trouvé, vous, l'Atlantide ? Alors écoutez, j'ai vraiment cherché. Je vous assure, j'ai vraiment cherché. Le problème, c'est qu'avec le continent perdu, tout le monde croit l'avoir trouvé, évidemment, au large de ses côtes. Tenez, prenez par exemple en 2009, grâce à Google Ocean, on le tenait l'Atlantide, au large des Canaries, là c'était sûr. 31 degrés, 15 minutes, 15 secondes, 53 centièmes de latitude nord. Vous avez vos instruments là, puis attendez, c'est pas fini. 24 degrés, 15 minutes, 30 secondes, 53 centièmes de longitude. Oui, vous voyez, tout de suite ça va mieux. C'est beaucoup plus clair. Ça c'est la longitude ouest. Ça c'est les photos satellites de Google Ocean. Exactement, un rectangle parfait sur le plancher océanique avec des rues, des venelles, bref, tout y était. Et puis il a fallu déchanter le rectangle parfait repéré par les fans de l'Atlantide. C'était rien d'autre que des traces laissées par des bateaux. C'est ces bateaux qui utilisent des sonars pour cartographier les fonds marins. Chou blanc. Alors, des nouvelles de l'Atlantide, pour le coup, il y en a quand même presque tous les jours. Par exemple, la dernière fois qu'on a cru repérer, après cette fois-là donc, un continent englouti, c'était en Andalousie, figurez-vous, sur la rive droite du Guadalquivir, pas sur la rive gauche, sur la rive droite. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai alors ? On a découvert des structures rectangulaires, enfin des trucs, des cercles concentriques, vous savez, comme un peu partout, qui répondent vaguement à la description de Platon. Du coup, l'Andalousie s'ajoute à une dizaine d'autres candidats à l'Atlantide. Non. Par contre, ce qui est vrai et même prouvé, c'est que l'Atlantide existe, mais en Grande-Bretagne, chez les Anglais. Alors ça, on en est sûr, il y a des cartes, il y a des rapports scientifiques, il y a même un nom. L'Atlantide s'appellerait en fait Dunwich, serait englouti par 15 mètres de profondeur au large des rivages du Suffolk, ça se trouve dans l'est de la Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anthony ? C'est vous dire que c'est une histoire vraie. Dunwich, c'était au Moyen-Âge la 4e ville du Royaume-Uni, 9 églises, 5 monastères, 2 hospices, et le tout sur 1 km² quand même, c'est pas mal. Un port à faire pâlir d'envie Londres. Et surtout, c'est un port beaucoup plus pratique. Seulement voilà, la ville a petit à petit été littéralement engloutie par l'érosion dès le 14e. Elle a dû être elle a dû être abandonnée et aujourd'hui, les ruines se trouvent à 1500 mètres du rivage par 15 mètres de fond. Ouais. Donc, alors vous me direz qu'est-ce qu'on attend pour aller faire fouiller tout ça, puis ramener des trésors médiévaux sur Terre. Il suffit de plonger, on a même des cartes de l'ancienne cité, on sait où elle est, là, juste devant. Le problème, c'est que c'est la mer du Nord. Et la mer du Nord, c'est froid, agla, et surtout, c'est totalement boueux. Rien ne les arrête. Impossible d'y voir à moins de plus de quelques centimètres. C'est horrible. Du coup, l'Atlantide britannique attendra le réchauffement climatique, c'est-à-dire le moment où les eaux britanniques ressembleront aux eaux grecques. Ou alors encore attendre que l'Atlantide réapparaisse toute seule. Alors voilà, ça c'est déjà arrivé, figurez-vous. Et oui, c'est au large de la Sicile, c'était en juillet 1831, est apparu, vous savez, un îlot circulaire de 5 km² de sable volcanique noir qui a bien failli, écoutez bien, déclencher une guerre entre au moins 4 pays d'Europe. Alors, pourquoi ? Alors, dès que la nouvelle de l'apparition de cette île s'est répandue, je vous rappelle, au large de la Sicile, les Britanniques, eux, qui avaient une flotte, ont dépêché un bateau pour vite planter l'Union Jack et rattacher l'île à la couronne britannique God Save the Queen. La nouvelle, évidemment... And the Queen Mother. Tout ce que vous voulez. La nouvelle île s'est appelée un mois durant l'île Graham, bien sûr, avec un beau nom britannique, jusqu'à ce que les Siciliens, quand même, envoient une canonnière, alors là, carrément, rebaptisent l'île île Fernandinea et hisse les couleurs du royaume des deux Siciles. C'était pas encore l'Italie à l'époque. Mais on a évité une guerre de justesse parce que les Français aussi, ils voulaient bien s'en mêler. Sans parler des Espagnols qui trouvaient tout à fait injuste de ne pas avoir été prévenus. Alors comment ça s'est terminé ? L'île a disparu tout bonnement. Elle a englouti avec elle le problème. Il y a par contre une autre île
elle, qui est apparue de la même façon, et ça c'était au début des années 60, c'est-à-dire il y a 40-50 ans à peine, et qui fait littéralement rêver tous les scientifiques de la Terre. Elle s'appelle l'île de Surtsey, elle est à 32 km au large de l'Islande. De 1963 à 1967, elle a été poussée par un volcan en pleine mer, et Surtsey est sortie des eaux, près de 3 km² tout de même, avec un point culminant à 173 mètres. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle fait fantasmer les scientifiques, Anthony ? Eh bien parce qu'on a pu y observer en temps réel comment la vie a colonisé une terre totalement stérile. D'abord des spores, des bactéries, des champignons, et puis une première fleur en 1965, une roquette des mers. Et puis en 1985, les choses s'accélèrent, figurez-vous, grâce au guano de Goéland. Alors le guano de Goéland, c'est du caca. Oui, pas très sexy. Mais c'est très utile parce que ça apporte l'azote. En quelques années, on passe de 20 à 60 espèces végétales, assez pour que les insectes s'installent. C'est pas pour vous qu'a dit. Et puis enfin, le summum pour les scientifiques, l'apothéose, les corbeaux, les rapaces. Là, c'est l'extase littéralement. Ça veut dire qu'on a atteint le haut de l'échelle alimentaire. Aujourd'hui, il y a 90 espèces d'oiseaux et l'île est passée du noir au vert. Du noir, évidemment, du volcan au vert, parce qu'il y a de l'herbe partout. Elle est aujourd'hui protégée par l'UNESCO. Il est interdit d'y séjourner, sauf si vous êtes un spécialiste des insectes, des phoques ou du guano de Goéland, parce que, évidemment, l'Atlantide islandaise est avant tout un écosystème extrêmement fragile. Eh bien, dites-moi, elles font rêver vos Atlantides. Hein. Merci Anthony. Les week-ends extraordinaires. Sur Europe 1. Kadia Doumdouas, Nicolas Caron. On arrive à la fin de cette émission à la recherche de l'Atlantide. Sylvain Tristan, pour vous, dites-nous en quelques mots où se trouve l'Atlantide. Définitivement, votre thèse. On a parlé de l'Égypte, qui est effectivement une civilisation très ancienne, mais il faut savoir que 1000 ans avant, dans le nord de l'Angleterre, on a le plan des pyramides de Gizeh, sous forme de tertres circulaires, etc. Alors, ce serait trop long à en parler maintenant, mais je crois que la civilisation mégalithique, le nord de l'Europe, la mer du Nord qui a été inondée et qui était une très grande plaine qui a été inondée donc aux époques dont parle Platon, c'est une thèse intéressante. Et j'invite tous les auditeurs à consulter mon site web www.leslignedor.com ou mon premier livre, Les Lignes d'Or, dans lequel je développe toutes ces thèses en détail. Voilà, on vous retrouvera toutes les références de votre livre aussi, l'Atlantide, un premier empire européen, sur notre site europe1.fr, évidemment. Jacques Gossard, le mot de la fin. Oui, alors pour moi, parce que j'ai fait une synthèse. J'ai fait une synthèse, mais j'ai malgré tout ma petite préférence. Allez-y. Alors, je vais la dire quand même. Pour moi, je suis Platon. Je le suis dans tout ce qu'il dit, enfin dans presque tout ce qu'il dit, et je place l'Atlantide là où Platon la place, c'est-à-dire dans l'océan Atlantique. Alors c'était une civilisation atlantique, c'était une civilisation préhistorique, c'était une civilisation avancée, comme l'étaient les civilisations préhistoriques du Paléolithique supérieur en Europe, avec leurs fresques admirables, avec leurs grands artistes, etc. Et voilà. Mais c'est une civilisation qui a existé. Et voilà, merci. Jacques Collina-Girard, vous êtes d'accord avec ça, je présume. Pour vous, c'est le détroit de Gibraltar. C'est pas moi qui suis d'accord avec ça, c'est Platon. C'est lui qui dit Gibraltar, la date et le paysage. Mais il faut aussi peut-être pondérer parce que si on parle d'Atlantide, c'est vraiment en référence à Platon. Et j'ai l'impression que dans beaucoup de têtes de certaines personnes, dès qu'il y a une île engloutie quelque part, c'est l'Atlantide. Par contre, les géologues, c'est leur pain quotidien, parce que des îles englouties dans le monde, il y en a absolument partout. En géologie, on fait surgir des îles en permanence, mais quand on parle d'Atlantide, c'est vraiment l'Atlantide de Platon, donc c'est quelque chose d'hyper précis. Donc, détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule. Merci beaucoup, Jacques Collina-Girard. Pardon, on n'a plus beaucoup de temps. Luc Brisson, votre conclusion, très rapidement. Ma conclusion, c'est celle que j'ai dite tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens connaissent l'Atlantide qui n'ont jamais lu Platon. Et l'idée, c'est justement de découvrir une origine à la civilisation. Et c'est la raison pour laquelle, je n'y crois pas un instant, mais je comprends parfaitement que l'on puisse faire intervenir les extraterrestres. On peut tout imaginer. Pourquoi pas, mais tant que ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Exactement. Et je pense que c'est la grande force d'un texte fabriqué au IVe siècle avant et qui continue de nous faire rêver. Et Bernard Bourdex, le mot de la fin. Je suis tout à fait d'accord. C'est une allégorie politique, une fable, une morale. Alors vous avez bien une préférence quand même.
Pour moi, l'Atlantide n'existe pas. Elle est à réfléchir à partir du texte de Platon, et on réfléchit depuis bientôt 2500 ans, enfin en tout cas de 2400 ans. Et je trouve que c'est en citant le mot de Cocteau qu'il fait dire en voix off en introduction de son film Orphée, il dit c'est le privilège des légendes de n'avoir pas d'âge. Et je trouve que ça colle très très bien à l'Atlantide. Merci Bernard Bondex. Merci à tous. Jacques Collina-Girard était avec nous. Son livre L'Atlantide retrouvé est édité chez Belin. Jacques Gossard, L'Atlantide tout simplement, c'est chez Dervy. Bernard Bondex, donc merci aussi à vous. Je rappelle votre dernier essai 2012, c'est chez Fedgen. Merci à Sylvain Tristan, auteur de L'Atlantide, premier empire européen, c'est chez Alphée. Et Luc Brisson, votre traduction du Timée et du Critias de Platon se trouve chez Flammarion. Voilà, on n'oublie pas non plus Lorena Martin et Serge Fontaine dans la régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre week-end extraordinaire. À la semaine prochaine.